Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les vacances approchent et certains d'entre vous vont prendre l'avion. Mais pour les compagnies aériennes, cette période d'activité intense est devenue un vrai casse-tête. Elles doivent composer avec la multiplication des conflits armés dans le monde qui n'ont jamais été aussi nombreux qu'en ce moment. On en compte près de 60 selon l'Institut de recherche sur la paix basé en Norvège. Pour les compagnies aériennes, pas question qu'un de leurs avions prenne le risque d'être sur la trajectoire d'une roquette ou d'un missile. Alors elles changent leur plan de vol, évitent des pays entiers, ce qui rallonge les voyages. Pour tout savoir sur les coulisses de l'aviation civile par ces temps de guerre plus nombreuses, sur le fil a invité Tanguy Kemener, journaliste, spécialiste du transport aérien au sein du pôle Planète, à l'AFP à Paris. Sur le fil. Ce qui est positif, c'est que la demande est bonne. Ce qui est négatif, c'est que l'impact de la géopolitique sur l'industrie est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les chiffres de 2019, à l'exception des longs courriers dans la région Asie-Pacifique. Il s'agit principalement d'une question géopolitique qui concerne surtout la Chine. Ce sont les vols vers la Chine en provenance des États-Unis et d'Europe vers la Chine qui sont affectés par la fermeture de l'espace aérien russe. C'était début octobre, Willy Walsh, le patron de l'IATA, l'association internationale du transport aérien qui fédère plus de 320 compagnies, fait clairement allusion à cette situation. D'habitude, les compagnies d'aviation civile évitent de parler politique. La situation est exceptionnelle. La guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient ou en Afrique et les coups d'État dans la région sahélienne ont créé une situation sans précédent. Mais c'est surtout l'interdiction de l'espace aérien russe aux compagnies européennes ou américaines qui a aggravé la situation. Le résultat, c'est qu'une partie de l'espace aérien mondial est non praticable, comme me l'a dit Tanguy Kemener. En comptant la Russie, qui fait quand même 31 fois la surface de la France, les pays du Moyen-Orient concernés, les pays d'Afrique concernés, certains pilotes que j'ai interrogés me disent qu'en gros, il leur manque un quart de l'espace aérien qu'ils avaient l'habitude de pouvoir emprunter. C'est aussi ce que dit Pascal Izagirre, président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, porte-parole du secteur en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a l'impression qu'une part croissante de la planète devient soit interdite, soit sujette à des restrictions opérationnelles. Et honnêtement, non, nous n'avions jamais constaté ça dans le passé. Le passé, vous savez, si on remonte à déjà un certain temps, c'est au contraire une phase de libéralisation, d'accord ? Une phase de très forte croissance, d'ouverture de destination, d'ouverture de pays, d'ouverture de lignes, et donc de recherche des lignes les plus courtes et plus économiques. Aujourd'hui, ça devient extrêmement complexe, et donc il faut faire très attention entre toutes les restrictions là que nous avons, les contraintes que ça impose, et effectivement, alors c'est un peu malheureusement corrélé à la montée des tensions géopolitiques dans le monde. Pour aller des États-Unis vers la Chine ou l'Inde, par exemple, les avions avaient pour habitude de passer par le chemin le plus court, c'est-à-dire au nord, au-dessus de la Russie. Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a interdit aux compagnies occidentales de survoler son territoire. Les avions doivent donc passer par des routes plus longues de plusieurs heures et qui consomment davantage de carburant, ce qui devient un véritable problème. J'ai parlé il y a quelque temps au patron de la compagnie américaine United qui disait qu'il ne pouvait plus desservir qu'une seule destination en Inde parce qu'en fait, ces avions arrivaient au bout de leur autonomie. Au bout de 12 000, 14 000 km, on ne peut plus voler. Il faut que l'avion se pose. Dire que les destinations ne sont plus atteignables, c'est faux. On ne peut plus les atteindre sans escale. Ça devient économiquement très difficile à justifier, d'autant plus que des concurrents, eux, peuvent le faire. Car toutes les compagnies ne sont pas logées à la même enseigne en fonction des relations diplomatiques de leur pays d'origine. Par exemple, les compagnies dont les pays d'origine ont de bonnes relations diplomatiques avec Moscou, comme l'Inde, la Turquie ou la Chine, peuvent survoler la Russie. La Chine et la Russie n'étant pas en mauvais termes, les compagnies chinoises peuvent rallier directement Pékin, par exemple, à Paris, sans avoir à éviter l'espace aérien russe. Et comme ça, elles gagnent facilement 2 heures
de trajet par rapport à leurs concurrentes françaises ou leurs concurrentes allemandes pour ce qui est de Francfort, etc. Une pénalité peu étonnante, alors que les compagnies russes, elles, n'ont plus le droit d'importer certaines pièces détachées d'avions fabriqués en Occident et ont dû clouer au sol pas mal d'avions. Selon Commerçant, un média local, on sait par exemple que la moitié des A320 Neo sont immobilisés, soit 34 appareils. Mais comment se prennent des décisions d'évitement ou d'interdiction de tel ou tel espace aérien ? Les règles de l'aviation civile, qui sont des règles mondiales sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord à la fin de la Seconde Guerre mondiale, disposent que chaque pays reste souverain sur son espace aérien et que chaque pays aussi peut décider de fermer tel ou tel espace aérien aux compagnies qui dépendent de sa juridiction. Exemple, la France interdit à ces compagnies, par exemple Air France, actuellement de survoler l'Iran. En premier lieu, c'est une décision souveraine d'un pays. Si la Russie décide qu'aucune compagnie européenne n'a plus le droit de survoler son territoire, elle peut fermer son territoire aux compagnies européennes. Ensuite, il y a un deuxième échelon, c'est l'Union européenne. La Commission européenne peut déconseiller aux compagnies qui dépendent des pays européens de survoler tel ou tel endroit, ou bien restreindre, dire quelles sont les zones sûres pour survoler un pays en particulier. Mais en dernier lieu, c'est l'autorité de l'aviation civile en France, la DGAC, qui donne l'ordre, et ça n'est pas négociable, qui donne l'ordre aux compagnies d'arrêter de survoler tel ou tel territoire, ou bien au moins de le survoler à une altitude suffisante pour échapper, soyons clairs, aux tirs de missiles solaires. L'UE vient de recommander aux compagnies européennes de ne pas survoler le Liban et l'Iran jusqu'au 31 décembre. Dans certains cas, on recommande aux avions de voler à des altitudes où les missiles ne peuvent pas les atteindre. L'électrochoc en matière de sécurité de l'aviation civile remonte à 10 ans, lorsqu'un Boeing 777 de la Malaysia Airlines, faisant Amsterdam-Kuala Lumpur, avait été abattu par un missile de fabrication russe au-dessus de l'est de l'Ukraine, territoire tenu par des séparatistes pro-russes. Les 298 personnes à bord ont été tuées. Depuis, l'aviation civile française s'est dotée d'un organisme qui analyse les conflits et les risques encourus par les avions civils. En France, c'est le pôle d'analyse du risque de l'aviation civile, donc le PARAC, qui est en fait un organisme interministériel et qui fait travailler ensemble des membres de différents ministères, dont la Défense, pour essayer de comprendre, d'évaluer les risques pour les avions civils et ensuite de prendre des décisions en conséquence. Ces décisions, ça peut être d'interdire tout bonnement le survol, ça peut être de limiter la zone où évoluent les aéronefs aux couches les plus élevées. Pour éviter des pays ou zones entiers, les avions sont obligés d'emprunter de véritables goulots d'étranglement, comme l'Azerbaïdjan, qui permet de passer d'Europe en Asie sans passer par la Russie ni l'Iran. La conjonction du problème russe qui empêche donc de survoler un territoire immense et les derniers soubresauts au Moyen-Orient qui font que l'Iran est considéré comme une zone dangereuse à survoler. Cette conjonction fait qu'entre la Russie et l'Iran, il reste un petit pays dont on a parlé récemment parce que la COP29 s'y déroulait, c'est l'Azerbaïdjan. C'est un pays qui doit faire 200 ou 300 km de large et c'est véritablement le trou de souris par lequel passent actuellement la plupart des compagnies européennes pour rallier l'Asie. Il faut attendre son tour pour passer et ça peut avoir des conséquences effectivement sur la régularité des vols. Et puis il ne faut pas non plus oublier que l'Azerbaïdjan est en conflit latent avec l'Arménie voisine et que la hantise des pilotes, c'est de voir ce conflit-là se réchauffer et ce qui créerait véritablement un verrou pour se rendre en Asie sans un détour de 3, 4, 5 heures par le sud de l'Arabie Saoudite. De quoi rendre nos voyages vers l'Asie ou le Proche-Orient plus longs, voire plus coûteux. Mais les avions restent le moyen de voyager le plus sûr. En 2023, le taux d'accident s'est établi à 0,8 par million de vols et on ne déplore qu'un seul accident mortel, toujours la même année, sur une compagnie népalaise. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.